Donc, merci à l'ASSAD d'avoir organisé cette réunion et merci de m'avoir invité. Donc, moi, en effet, je vais vous parler de la VNI chez le patient BPCO au domicile. Et donc, en transition, on va parler de l'aigu au chronique. Et puis, vous pourrez me faire le retour d'expérience. Donc, sur cette première diapositive, mes liens d'intérêt. Donc, alors comme l'indication de la ventilation non invasive chez le patient BPCO en aigu, d'accord, c'est le patient qui fait une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Donc là, il n'y a pas de doute que la ventilation non invasive va réduire la mortalité, réduire le recours à l'intubation et à la ventilation mécanique, à la durée d'hospitalisation, avec une amélioration des échanges gazeux attendus à la première heure. Et donc, il y avait des travaux emblématiques publiés dans le New England en 90-95 et une conférence de consensus. Et donc là, on parle de la VNI en aigu chez les patients BPCO. Et actuellement, on a la problématique de la ventilation non invasive au domicile chez les patients BPCO, donc de savoir à quel moment on va l'initier dans le parcours de la maladie du patient et aussi à partir de quel niveau d'échange gazeux. Donc, on différencie bien les patients en insuffisance respiratoire aiguë des patients stables, hypercapniques sévères. Et donc, c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre. Donc, il y a des études emblématiques qui se sont intéressées à cette typologie de patients. Donc, avec d'abord en 2014 un travail qui est mené par une équipe allemande avec Cohnlein en premier auteur. Et donc, je vais vous la décrire pour attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit de patients sélectionnés. Donc, dans ce premier travail publié en 2014, les auteurs avaient d'abord screené 352 patients. Ils étaient en état stable, sous-entendu pas d'exacerbation récente et pas d'hospitalisation en soins intensifs, réanimation. En état stable, ils étaient hypercapniques avec une PCO2 à près de 52 mm de mercure, ça fait 7 kPa, et ils étaient stables, donc ils n'étaient pas acides. Et dans ces conditions, on dit qu'ils ne sont pas acides quand le pH est supérieur à 7,35. Et d'ailleurs, dans les référentiels, insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, c'est vrai qu'on a des patients cliniquement qui donnent le change, je dirais, mais ils sont quand même aigus parce qu'ils sont en acidose pH inférieur à 7,35. Donc stable, ça veut dire que leur pH était supérieur à 7,35, même s'ils étaient hypercapniques. Ils ont été randomisés, donc un bras oxygénothérapie de longue durée, comme on a l'habitude de le faire avec les indications qui maintenant sont quasiment des indications internationales. C'est le niveau de PO2 inférieur en état stable qui est inférieur à 55 mm de mercure ou 60 mm de mercure chez des patients qui ont des signes d'insuffisance cardiaque droite ou une hypertension pulmonaire documentée si vous avez eu les moyens de faire une échographie cardiaque. Et aussi, on monte la valeur seuil à 60 mm de mercure pour l'indication d'oxygénothérapie si jamais il y avait des désaturations nocturnes. D'accord? Donc, le groupe contrôle, c'est traitement médicamenteux optimal plus oxygénothérapie de longue durée. Et le groupe traitement, donc interventionnel, c'est oxygénothérapie de longue durée plus ventilation non invasive. Il y avait 93 patients dans le groupe contrôle et 102 dans le groupe VNI oxygénothérapie. Et ici, vous voyez, il s'agit effectivement de BPCO. Ils ont un TIFNO inférieur à 40%. Ils ont un VEMS qui est quand même assez bas. Vous voyez, ça fait 27% dans les deux groupes. Un pH à 7,39, une PCO2 supérieure à la valeur seuil de 7,2. Et vous voyez que ces patients stables hypercapniques ne sont pas oxygénodépendants, puisque dans leur travail, tous ne recevaient pas de l'oxygénothérapie. Donc, c'est un phénotype particulier. Vous savez que nous, dans notre formation, je dirais, on dit la BPCO va devenir insuffisance respiratoire, il est d'abord hypoxique, puis après, il devient hypercapnique. Et les neuromusculaires, ils sont d'abord plus hypercapniques que ce qu'ils sont hypoxiques. Donc, dans cette population, il y a des patients qui ne sont pas hypoxiques, mais ils sont pas acides et hypercapniques. Bon, mais ils étaient apparemment, d'après les auteurs, BPCO purs. De toute façon, on le voit bien sur l'aspect fonctionnel. Et il faut aussi noter que la tolérance à l'effort, elle était quand même préservée. C'est quand même des patients qui faisaient encore plus de 200 mètres à l'épreuve de marche. Donc, vous voyez, c'est une population quand même sélectionnée. Donc, chez ces patients-là, le taux de réadmission au bout d'1 an
le taux de réadmission donc aux urgences, il était moins important dans le groupe VNI-OLD. Et si on regarde au cours du temps, vous voyez, ça c'est la Kaplan-Meier habituelle. Ici, on est à 1 an. Et ici, c'est la mortalité cumulée. Donc, le groupe interventionnel VNI-OLD, mortalité 12%, le groupe contrôle 33% à 1 an, avec un risque relatif de 21%. Donc, c'est-à-dire qu'il faut traiter 5 patients avant d'en sauver un. Et si on regarde maintenant la façon dont a été réglée la VNI, elle était réglée en mode ST avec un niveau d'IPAP à 22. C'est les Allemands réputés pour faire des niveaux d'IPAP élevés. Ils avaient 22. Nous aussi, en pratique, on fait à peu près comme ça. Et 22, ça reste acceptable. Nous, si on fait le recul, nous, c'est à peu près ce qu'on fait, 22 d'IPAP, 5 d'EPAP, une fréquence de sauvegarde à 16 par minute. Après, la durée de ventilation, elle était en moyenne de 6 heures par 24 heures chez les patients. Et ensuite, il leur fallait un critère pour déterminer l'efficacité de la ventilation. Et eux, en critère d'efficacité, c'était des patients initialement hypercapniques. Et ils se sont dit, nous, on est efficace si on a une réduction de la CO2 de 20% par rapport à la PCO2 initiale. C'est-à-dire que le but n'est pas de normaliser, même si on essaye, mais au moins on diminue de 20% par rapport à la valeur initiale. Donc ça ne veut pas dire qu'à la fin, les patients sont normocapniques, mais en tout cas, ils ont réduit de 20%. Et là, c'est la mortalité toute cause. Donc dans le groupe VNI-OLD chez des patients BPCO hypercapniques en état stable, la VNI, elle est plutôt bénéfique. Et donc, il faut traiter 5 patients pour prévenir un décès, puisque le risque relatif, il est de 21%. La capnie, c'est pour ventilation ou sans ventilation, la base de la capnie? C'est en dehors des séances, c'est pas sous VNI, c'est en dehors des séances. Donc, la conclusion, s'il fallait faire la synthèse de cette première étude, il s'agit de patients BPCO en état stable, hypercapniques avec une PCO2 à 52 mm de mercure, ça fait 7 kPa. Ils ne sont pas acides, ils ont quand même une capacité à l'exercice qui n'est pas très très altérée, il faut encore 200 mètres, et là, on réduit le taux on réduit la mortalité, le taux de réadmission via les urgences. Autre étude qui s'était intéressée au problème aussi. Donc cette fois-ci, c'est l'étude britannique qui a été publiée dans le JAMA en 2017 avec Patrick Murphy en premier auteur. Et la question posée était, est-ce que la ventilation non invasive au domicile va améliorer le pronostic des patients BPCO hypercapniques après un épisode aigu? Et effectivement, quand on s'intéresse à la question, normalement, les études physiopathologiques antérieures voudraient qu'on s'intéresse à des patients hypercapniques après un épisode aigu parce qu'il y avait eu déjà plusieurs études, donc dès 1995 avec Brochard, Kramer et puis Martin en 2000, qui ont démontré que l'hypercapnie, qu'elle soit résiduelle ou non réversible, est un facteur de mauvais pronostic chez les patients BPCO. Et ici, vous voyez, vous avez la mortalité et ici le temps. Et si après un épisode aigu, donc hypercapnique chez un patient BPCO, vous voyez, la survie, elle était à 11% chez des patients qui gardaient une hypercapnie, vous voyez, à 5 ans. Et chez des patients qui sont normocapniques ou qui réversent leur capnie après un épisode aigu, ils ont une survie qui est aux alentours de 30%. Dans un autre travail, que effectivement la mortalité liée à une hypercapnie persistante après un épisode aigu, elle est de près de 40% à 1 an. Donc, dans le travail des Britanniques, eux, ils n'ont pas pris des patients en état stable, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les patients comme on fait par exemple dans les SOH. Vous savez, chez les SOH, on voit arriver en consultation un patient SOH avec des symptômes, céphalée, asthénie, il est hypercapnique, il n'est pas acide, lui on le convoque en programmé, ou pas d'ailleurs, maintenant en fonction des prestataires, pour la mise en place d'une VNI. C'est un peu ce que les Allemands avaient fait dans l'étude précédente. Dans ce travail-là des Britanniques, c'est pas ça, c'est plutôt les patients qui sont hospitalisés pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Et en réalité, il n'est pas recommandé, je pense que c'est ce que nous on a fait depuis toujours, quand un patient BPCO est hospitalisé en soins intensifs réa, il reçoit la VNI, on le déventile
il va dans un service de pneumologie et après, on ne cherche pas à lui maintenir la VNI. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On a fait ça pendant longtemps. Et là, mais là, on s'est posé une autre question récemment et c'est cette question qui a été posée ici dans l'étude britannique. Essayons de sevrer les patients de la VNI qu'on avait instaurée pour l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique et en fonction de la réversibilité ou pas de la capnie, on les randomise VNI-OLD versus OLD seul. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. La valeur seuil de la PCO2 était de 53 mm de mercure, 7 kPa. En moyenne, ils les ont randomisés 2 à 4 semaines après l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. C'est une étude britannique qui a impliqué 13 centres au Royaume-Uni. Ils ont exclu les patients qui étaient à risque d'avoir ou des apnées ou un SOH. Donc, c'était les apnées qui les ont exclus. Pour le SOH, du coup, ils ont exclu les obèses. Et vous voyez, ils ont screené près de 2000 patients. Et sur les 2000, ils ont réussi à en inclure 124. Donc ça, c'est aussi un autre commentaire. Quand on s'intéresse maintenant dans les patients qu'on voit au BPCO pur, comme ils ont plein de comorbidités, c'est difficile d'essayer de répondre à la question BPCO uniquement. Après, je vous reparlerai, nous, on a mené une étude comme ça dont on est en train d'analyser les résultats. On a mis près de 10 ans à recruter des BPCO purs hypercapniques. Donc, vous voyez, 124 patients éligibles. Là, il y avait, comme on dit, un indice composite en critère de jugement principal qui était le taux de réadmission ou la mortalité, toutes causes confondues. Donc, chez les Britanniques, le VEMS, vous voyez, le TIFNO, était très bas. Il était entre 30 et 40%, avec un VEMS aussi qui était très bas, à 24% en moyenne. Ça faisait en millilitres, 600 millilitres de VEMS. Ici, vous voyez, FEV1 0,6. Les patients n'étaient pas, ils avaient un pH, ils étaient normocapniques. Ils avaient une PO2 aux alentours de 6 en air ambiant et la PCO2 était à 7,9 et tous les patients ne recevaient pas, avant la randomisation, il y avait à peu près 70% des patients qui avaient une oxygénothérapie avant l'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Donc voilà, encore une fois, il faut bien se rendre compte de la population dont il s'agit, je vous l'ai déjà dit. Et alors là, le résultat, donc là, pour simplifier la lecture de ce tableau, donc il faut regarder à 12 mois le bénéfice sur la PCO2. Les patients qui avaient VNI plus oxygène au domicile, et on a obtenu pour eux une réduction de la PCO2 d'environ 16 mm de mercure versus 4 mm de mercure chez les patients qui ne recevaient pas de VNI. Vous voyez, ça fait une différence de 11 mm de mercure et une réduction de 17% dans le bras VNI. Et ce que l'on observe aussi, que dans cette population, dans le groupe de patients traités par VNI plus oxygène, il y a un gain significatif sur l'indice composite, réadmission et mortalité. Et donc, si on regarde ici le détail, vous voyez pas très bien, mais ici à gauche, c'est VNI plus oxygénothérapie. Là, c'est oxygénothérapie seule. Si on regarde le nombre de décès dans VNI-OLD, c'est 5 décès contre 4 dans oxygène seul. Si on rattrape avec l'indice réadmission, ça en fait 38 d'un côté, 42 de l'autre. Et la médiane entre free survival, readmission ou mortalité, d'accord, le temps sans réadmission ou mortalité, il était en faveur du groupe VNI plus oxygénothérapie avec 4 mois versus 1 mois et ceci est significatif. Donc dans ce travail, donc encore en faveur de VNI-OLD pour réadmission ou mortalité. Donc nous, on mène en Normandie maintenant une étude qui s'intéresse aux bénéfices de VNI plus oxygénothérapie chez des patients BPCO après une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Donc ça, c'était le protocole. Vous voyez, on l'a publié en 2012 parce qu'on avait une première version du protocole. Ensuite, dans ce travail, on avait cherché à éliminer vraiment les apnéiques, même légers, à moins de 15 apnées. Et en fait, on ne recrutait pas assez. Donc, avec le temps, on a dû réécrire le protocole à cause de la valeur seuil de la PCO2, qu'on avait fixée initialement à 55 mm de mercure. Et avec le temps, on l'a même réduite à 45 mm de mercure. Vous voyez, donc, protocole élaboré en 2012. Et finalement, on a commencé à vraiment inclure
en 2014 et on a fini les inclusions en 2020 et nous, on fait 2 années de suivi et donc le dernier patient suivi, c'est au mois de mars 2022 et donc on va sortir nos résultats là en 2022 et donc dans les centres qui inclus, il y a Rouen, Le Havre, il y a Dieppe avec Luc ici présent et il y a aussi Elbeuf. Donc nous, on s'est intéressé au bénéfice de la VNI avec comme critère de jugement principal la réadmission pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. On a pris donc des patients qui sortaient d'un épisode aigu de soins intensifs réa avec une PCO2 à 45, c'est une valeur seuil qui est basse parce que nous, elle correspondait plus à la population qu'on avait prescreenée dans la première version du protocole. Et je vous montrerai après, et heureusement pour nous, que cette valeur de 45 a été retenue comme valeur seuil, par exemple, par les sociétés savantes, notamment américaines, et les dernières recommandations de l'ATS. Il fallait que les patients ne soient pas en état aigu, donc pH supérieur à 7,35. Et pour mettre en place la ventilation non invasive, on a hospitalisé nos patients et on a d'abord, on s'était mis en IPAP, donc c'est un mode ST, avec un niveau d'IPAP initial à 15 cm2 qui était augmenté progressivement le premier jour de la mise en place selon la tolérance clinique du patient. Et puis, quand on arrivait aux alentours de 20, pour tous les patients, on a fait un monitorage nocturne par oxycapnométrie pour avoir un contrôle parfait, enfin si possible, de l'hypoventilation alvéolaire nocturne, en plus des gaz du sang le matin au réveil. Et donc, dans nos critères de jugement, on a dit qu'on voulait une PCO2 transcutanée qui se normalisait, qu'il fallait plus qu'il y ait que la saturation soit à moins de 90% du temps, moins de 10% du temps. Donc ça, c'était corrigé par l'oxygénothérapie additionnelle sur le circuit de VNI. Et on a pu aussi monitorer les fuites avec la carte SD de l'appareil. On a utilisé un oxycapnomètre qui pouvait ressembler à celui-ci, mais ça pouvait aussi être un autre. Il y a d'autres fabricants qui en ont. Et donc, pour tous les patients à l'instauration, donc on a la courbe de PCO2 transcutanée, la saturation, et aussi on fait un suivi tous les 6 mois des patients sous VNI. Et donc, on a aussi les tracés d'oxycapno tous les 6 mois pendant le suivi, et donc pour une période de 2 ans. Pour la mise en place, donc on a un protocole, nous, comme celui-ci, où la première nuit, le patient a une polygraphie ventilatoire si jamais il n'en avait pas eu une avant pour exclure le SAS. La deuxième nuit, il reçoit la VNI, il est monitoré avec un oxycapnomètre. En journée, on réadapte l'interface s'il y a besoin et on contrôle la tolérance clinique du patient. Et donc, on hospitalise le patient autant de nuit pour avoir les critères de contrôle de la VNI. Mais en pratique, 2 nuits ont souvent été suffisantes pour avoir des objectifs d'échange gazeux satisfaisants. Et dans les critères de jugement secondaire, donc on regarde tous les autres indices habituels de suivi chez les patients BPCO, comme on fait tous, donc les EFR, le test de marche, les gaz du sang à l'état d'éveil. Et en plus, pour l'étude, on a fait les questionnaires de qualité de vie, SF36, MRF28, mais ça, c'est plus des critères, c'est les questionnaires spécifiques insuffisance respiratoire, plus dans les protocoles. On a fait l'échographie cardiaque dans les centres qui le pouvaient, donc c'est-à-dire quand je faisais les échos à Rouen et au Havre. Et aussi, on fait une analyse médico-économique en comptant dans l'analyse médico-économique toutes les hospitalisations en lien avec des exacerbations, tout le coût lié à la mise en place du traitement par le prestataire. Et on collige aussi les coûts de transport sanitaire pour les patients pour toutes les visites, donc en lien avec les directions, avec le DIM de chacun des hôpitaux. Donc, on avait fait un calcul d'effectifs pour avoir 86 patients au total, ça fait 43 dans chaque bras, pour avoir une différence d'efficacité de 25%. Donc, on verra ce que donne l'étude et donc on les sortira en 2022. Alors maintenant qu'on a parlé des études, que disent les sociétés savantes? Donc puisque on n'a pas encore d'études comme vous l'avez vu, il y a quelques études contrôlées randomisées avec des effectifs qui sont pas de très grande taille, mais ça c'est la typologie des patients qui l'imposent, puisque si on veut que des BPCO purs hypercapniques, c'est pas facile de les avoir. Ensuite, on a vu qu'on avait 2 études contrôlées randomisées,
mais ce n'était pas exactement le même stade d'évolution des patients BPCO. Donc, l'ATS dit, par exemple, que chez des patients, que la ventilation non invasive devrait être instaurée chez des patients avec une hypercapnie chronique sévère et une histoire d'hospitalisation. Donc, ça peut vouloir dire en post-aigu, et c'est un niveau d'évidence B. Donc ça, ce sont les recommandations du GOLD avec une valeur seuil de PCO2 de 52 mm de mercure. Si on regarde les recommandations, cette fois-ci, de l'ATS avec les Clinical Practice Guidelines qui sont publiées en 2021, eh bien, cette fois-ci, on a une valeur seuil de PCO2 à 45 mm de mercure avec des suggestions. Et donc, en synthèse, la ventilation non invasive, elle peut être instaurée chez des patients chroniques en état stable, mais avec un niveau de recommandation modéré et avec une population sélectionnée, ou alors après un épisode d'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Donc, en résumé, c'est là un peu les deux études précédentes avec une valeur seuil de 45 mm de mercure. Et il n'est pas recommandé de faire de polygraphie ventilatoire ou de polysomno pour monitorer l'efficacité de la ventilation. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire d'oxycapno pour vous assurer du bon contrôle de la ventilation. Donc ça, c'était l'ATS et qui se mouille un peu parce qu'elle donne une valeur seuil de PCO2. Et si on regarde cette fois-ci 2019, la task force de l'ERJ, le niveau de recommandation, c'est que la VNI, on suggère que la VNI au long cours, elle peut être utilisée chez des patients BPCO en état stable hypercapnique ou éventuellement en post-aigu, avec un niveau de recommandation conditionnel qui va dépendre de la typologie de patient. Donc, en conclusion, la ventilation non invasive et l'oxygénothérapie améliorent quand même le pronostic de ces patients BPCO. Si vous le faites chez des patients BPCO en état stable, mais ça, il faut encore que vous trouviez les patients. Ce n'est pas que je ne crois pas à la première étude, mais c'est qu'en pratique, avec tous les patients qu'on voit, les patients décrits dans la première étude, on n'en voit pas beaucoup. Voilà. Donc, si jamais vous tombez sur ces patients-là en consultation, normo-pH, hypercapnique, avec une épreuve de marche aux alentours de 200 mètres, vous pouvez vous poser la question de leur mettre en place la VNI. Maintenant, pour les patients qui font l'IRA hypercapnique, qui ont de la VNI, il n'est pas recommandé de maintenir la VNI immédiatement après l'épisode aigu, mais qu'il faut se donner un temps de sevrage et que si après 2 semaines de sevrage, le patient reste hypercapnique avec une PCO2 supérieure à 45 mm de mercure, vous pouvez lui laisser en place la ventilation non invasive avec un bénéfice sur le pronostic de ces patients. Merci.